Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Étienne Rouillon, Philippe Dubois et Médoc et nous allons parler de l'exposition Game Story. Bienvenue dans Extra Life. Alors on va commencer direct en vous présentant un petit peu. On va commencer par toi Étienne. Alors tu es co-réalisateur du documentaire Piratage, mais également rédacteur en chef du site 3 couleurs. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton parcours dans le jeu vidéo? Et bien sûr, je précise tout de suite, tu es également la personne qui a supervisé Game Stories, donc qui est le magazine, le hors-série en fait de 3 couleurs, qui est diffusé à l'occasion de l'exposition. Voilà, on en parlera bien sûr pendant l'émission. Moi je suis journaliste donc au sein de la rédaction de 3 couleurs, qui est aussi un journal papier, qui est un gratuit mensuel, et en fait depuis 5 ans je m'occupe des pages jeux vidéo. Et puis il y a eu à ce moment-là, au bout de 4 ans, cette idée de faire un documentaire sur le piratage qui m'a permis notamment de rencontrer des gens d'Emo 5 et d'aller les visiter chez eux. Et puis de fil en aiguille, donc on est arrivé à la fin de ce documentaire et on a eu vent de cette exposition et on s'est dit que ça pouvait être intéressant qu'un magazine comme 3 couleurs qui fait aussi des hors-séries, mais on est plutôt orienté cinéma parce qu'on est essentiellement diffusé dans le réseau des salles MK2 à Paris. Donc du coup on s'était dit cette fois-ci, après avoir parlé de Kubrick mais aussi des Doors, de Sofia Coppola, qu'est-ce que nous on pourrait raconter sur le jeu vidéo au moment où il y a une exposition dantesque qui fait toute la somme de toutes les histoires du jeu vidéo. Et toi Philippe, tu es président de l'association Emo 5. Alors est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton parcours? Alors déjà on va commencer par la question, genre tu es venu comment au rétro gaming? Eh bien, je dirais naturellement parce que je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai 9 ans environ, donc c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment quitté. Mais surtout, depuis les premières consoles, le premier micro-ordinateur que j'ai possédé, finalement j'ai toujours eu désir de les garder pour quelque part sauvegarder ma propre mémoire de l'usage de ces machines-là, tu vois, pour jamais oublier d'où je venais, quelles étaient mes expériences passées. Et donc tout naturellement, quelque part, au bout d'un moment, je suis devenu un collectionneur, c'est-à-dire qu'en gardant de plus en plus d'objets de consoles et de micro-ordinateurs que j'avais utilisés, et notamment en récupérant ceux que je connaissais pas ou peu, et bien voilà, je suis devenu à peu près dans les années 2000 à être un des plus grands collectionneurs français de patrimoine de matériel numérique, de micro-ordinateurs, consoles de jeux, etc. Et tout naturellement, donc finalement en étant gros quelque part, et bien ça a attiré d'autres personnes. On a commencé à se centraliser entre différents collectionneurs en France qui ont créé parmi les plus grands sites ou les plus grandes associations françaises à côté de M5.com, dont on peut parler de Silicium, All Computers, WDR, etc. Et donc, à partir sur une idée commune qui était, il nous fallait créer quelque chose de permanent, de pérenne, un musée national dans lequel nos collections, nos connaissances, notre savoir et notre mémoire allaient pouvoir être préservées et revalorisées auprès du public, de tous ceux qui ne connaissaient pas cette histoire-là. Donc, ça existe depuis combien de temps maintenant? Eh bien, l'association a été créée officiellement en 2003 et en fait, les membres fondateurs, eux, se connaissent et travaillent ensemble depuis 1996. Donc, c'est une aventure qui date de pas mal d'années, quoi. Okay. Alors on est un petit peu dans le rétro gaming, on va parler de l'exposition Game Story qui fait un peu le tour de l'histoire du jeu vidéo en présentant plein de jeux mais également plein de machines. Et dans le Game Stories, donc le hors-série, on a une sorte de petite fresque avec toutes les machines, genre un peu une grosse partie des machines assorties. Pas toutes, il en manque, on se fait souvent gronder, mais il en manque un peu, ouais. Quelle est la première machine? Ta première machine à toi? Elle est située où? Attends, déjà, c'est quoi ces histoires? Je vois 1642-2012. C'est-à-dire, les premières machines datent de 1642. J'ai raté complètement quelque chose. 1642 au XVIIe siècle, il y avait déjà du Pong. Non, l'idée, c'était de partir de la première machine, en fait, qui permet de calculer. Et donc, je sais pas si on peut jouer sur une calculatrice, mais c'était la Pascaline. Et on peut jouer avec une calculatrice. La Pascaline. Tu l'as jamais fait, toi, pendant ton bac, etc., avec tes calculettes? Non, j'avais une TI 85 comme tout le monde, mais non, ma première machine là-dedans, ça doit être, je sais pas, la ColecoVision, elle est quelque part. Autour de 1982, donc. Ouais, elle est au milieu là. Ici, là c'était ça. Ce qui est intéressant pour le mot. La première machine, c'était le MSX. C'est la première machine à moi. Et ensuite, bien sûr, j'avais joué avant sur plein d'autres trucs, et en particulier sur un Pong qu'on connectait sur la télé. Alors, je sais pas s'il est dessus ou pas. Le Pong sur la télé, non, il doit pas y être. Je
La V2, on attend la V2. Toi, c'était quoi la tienne, toi? Alors moi j'ai commencé, écoute, pas par l'Atari 2600, mais c'est la première console de ma vie que j'ai connue chez un ami, avec le jeu Phoenix, donc tuerie absolue en shoot'em up, donc c'est resté parmi mes genres de jeux vidéo favoris. Et sinon la toute première c'était une vidéopack, je sais même pas si tu en parles ici d'ailleurs. Non, il y a que des manques. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas ce hors série, il y a rien dedans. Sortez-moi d'ici. Ça veut dire qu'il y a un paquet de machines, c'est un truc de ouf. On s'en rend pas compte. Il y en a vraiment beaucoup. Et le truc, c'est que moi, j'ai cherché sur Internet. Je me suis dit, il y en a forcément une. On va un peu pipoter. On va récupérer un truc qui aurait été fait par des Américains ou des Japonais. Et on va faire le nôtre. Et en fait, non, t'as des posters généalogie de Nintendo, de Sega. T'as des posters qui sont vraiment intéressants sur l'évolution des manettes. Mais un poster avec toutes les machines, ça n'existait pas. Donc ça a été un vrai casse-tête. Et on se fait gronder souvent parce qu'il y a des manques. Mais moi, je suis arrivé tard. Ma première, c'était une Game Boy. Donc du coup, il a fallu que je remonte dans la préhistoire et me dire, mais tout ça, complet. Alors comment est-ce que tu en es venu, toi, comment est-ce que tu as abordé, ce que j'aime bien avec le hors-série, c'est que le hors-série s'appelle Game Stories, l'exposition s'appelle Game Story, donc Game Story c'est la grande histoire du jeu vidéo, et Game Story c'est toutes les petites histoires du jeu vidéo, donc il y avait pas mal d'anecdotes, de rumeurs, plein de choses. Tu as abordé comment en fait ce magazine? Ça faisait longtemps en fait, comme on a des pages récurrentes dans le magazine classique où on parle du jeu vidéo et notamment ça ne nous embête pas de faire un dossier pendant le festival de Cannes sur une sortie de Rockstar, parce que Rockstar ils font souvent leur sortie à ce moment-là, donc on trouvait qu'il y avait des points assez intéressants à adresser. C'était LA Noire, mais Red Dead Redemption aussi, ils avaient fait ça l'année d'avant. Et puis, donc, ça faisait longtemps qu'on se disait, on va faire un hors-série sur le jeu vidéo. Et au moment où on a un peu amorcé la pompe, on a entendu parler de l'expo. Et alors là, du coup, comme on se connaît un peu, moi j'ai un peu farfouillé, je suis allé voir ce qu'ils faisaient. Puis je me suis dit, oh là là, mais il y a tout dans leur expo, ça va être complet, quoi. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va présenter au grand public et pas aller tirer toutes leurs billes et les copier, et pas être dans de la redite et dans des trucs redondants. Ouais. Du coup, on s'est dit, on va faire les petites histoires qui sont pas forcément très connues, mais qui parlent à tout le monde en fait. L'idée c'était que ma grand-mère comme mon petit frère, ils peuvent comprendre que on a passé des mois à chercher un code pour jouer avec Lara Croft toute nue. Et ça a pas forcément un lien avec le jeu vidéo, c'est juste l'histoire de types qui vont aller toutes les semaines au kiosque en feuilletant tous les magazines en disant est-ce qu'il est là le code. Et donc voilà, il y a des histoires un peu comme ça. Il y avait j'adore ça, par exemple, t'as toutes les vieilles publicités de jeux vidéo qui passaient dans le magazine à l'époque. T'as des trucs genre aujourd'hui c'est impossible de voir ça. Impossible, et en plus t'as la publicité comparative, genre je sais pas où c'était. C'est la pub américaine. Voilà, celle-là qui sont excellentes, tu vois, genre avec les deux écrans. 2600, télévision à côté, c'est énorme. Mais ça c'est quoi cette jaquette avec la petite tenniswoman qui se... Bah tu vois, c'est un jeu de tennis, et c'est pas un jeu allemand, Davis Cup World Tour, et donc c'était de Mark et Tengen sur Mega Drive. D'accord. Sur Mega Drive. Ouais. Enfin, je n'ai pas connu, mais c'est des jeux sortis sous plein de titres. Non, de nos jours, tu peux plus faire ça. Game Story, l'exposition, est-ce que ça a été... Je crois que ça s'est monté assez rapidement. Est-ce que tu m'expliquais un petit peu les relations avec les gens avec qui vous avez bossé, donc du Grand Palais? Bah écoute, la genèse de l'exposition, elle remonte à pas si loin que ça, puisque nous avons rencontré la première personne du Grand Palais, c'était en décembre 2010, pour lui exposer la possibilité de créer une exposition sur le jeu vidéo dans un nouvel espace qui était en voie de réhabilitation, qui est donc la Galerie Est, dans laquelle est posée maintenant Game Story. Et finalement, le temps que l'information remonte du Grand Palais pour aller vers les réunions des musées nationaux, validé également par le ministère de la Culture, et puis trouver les partenariats afin d'avoir les financements capables de créer l'exposition, eh bien nous étions déjà en avril ou en mai, donc finalement c'était une exposition qui s'est créée réellement en l'espace de 6 mois, qui plus est avec l'écriture du catalogue que vous avez pu voir, qui est vraiment une pièce je pense assez majeure. Donc c'est dire qu'on a eu très peu de temps, alors que les projets culturels classiques de la RMN sont plutôt eux étalés entre 2 et 3 ans, tu vois. Et RMN, Réunion des musées nationaux. Voilà. Mais je voulais dire quand même tout de même par rapport à ça, ce temps extrêmement court, c'est que bien naturellement, nous, comme ça fait quand même des années au sein de l'association comme qu'on réfléchit à comment on devrait être représenté, notamment le jeu vidéo dans un espace permanent, un musée national pour pas le citer, eh bien il y avait beaucoup de choses qui étaient évidemment préécrites, en tout cas en termes de sélection des œuvres, de rédaction, de choix rédactionnels, etc. Il y avait déjà beaucoup de matière. Un travail préparatoire. Voilà, exactement. C'est ce qui nous a permis finalement de créer cette exposition en un temps record. Voilà, exactement. D'accord.
D'accord. Alors moi, je suis parti te voir pour faire un reportage là qui a été diffusé il y a pas longtemps sur No Life. Très sympa, soit dit en passant. Ouais, il est bien. Il est bien. Bravo. C'est ça. Alors, tranquille. La voix est pas top, mais ça... Et donc, je voulais savoir deux choses déjà. La première, comment ça se passe depuis, parce que moi j'étais venu alors que c'était pas encore accessible au public. Et ensuite, est-ce que vous avez réussi à faire votre trip de Pong Ah ouais, ça c'est vraiment un beau challenge. Déjà, en termes de fréquentation ou de public pour l'exposition, je pense que le carton est plein. Hein. Donc je connais pas encore les chiffres exacts de fréquentation, mais il doit être assez fantastique. Et il faut bien voir que oui, il y a des queues tous les week-ends. Donc le soir, il y a pas mal de monde, etc. En journée, il y a surtout les touristes qui visitent les Champs-Élysées aux alentours. Le placement est quand même intéressant du Grand Palais, bien sûr. Mais les week-ends, c'est entre 2 et 2h30 d'heure d'attente dehors, dans le froid, malheureusement. C'est la période. Mais bon, c'est dire que je pense que le succès est assez considérable. Et je sais même qu'ils ont étendu un petit peu la capacité maximale de la salle. On devait être à peu près à 180 personnes. Ils ont étendu ça à 230 il y a tellement de gens qui râlaient en disant on veut aller à l'expo, on veut aller à l'expo. Voilà, qu'ils ont poussé un petit peu plus. D'accord. Et ce fameux Pong, donc effectivement, explique l'idée déjà. J'explique l'idée. Donc cette galerie, c'est la galerie Est donc du Grand Palais, galerie nationale de l'Est. Hein, donc elle est assez grande. Elle fait à peu près 50 mètres de long sur 8 à 10 mètres de large, ce qui lui vaut d'avoir une exposition d'à peu près 600 mètres carrés. Voilà. Et surtout, elle dispose d'une verrière absolument prodigieuse qui fait toute la longueur de la salle. C'est la plus belle salle d'arcade de la plus belle chambre à jouer, je sais pas. Ouais. Et donc en voyant cela, en fait, avec le scénographe, on s'est dit. Ça serait cool quand même qu'on puisse jouer sur le plafond, quoi. Tu vois, un peu le rêve de gosse en disant la télé c'est tout petit, même les télés c'est 55 cm. Là on a un écran de 40 mètres de long, quoi. Et on a dit, il faut qu'on puisse jouer à Pong. Voilà. Donc ça n'a pas été vraiment évident, tu vois. Autant nous on est habitués à travailler sur les vieilles consoles, l'Atari 2600, le Videopack, etc. pour les refaire marcher. Un Pong sur 40 mètres de haut, c'était pour nous un beau petit challenge, voilà. Mais on y est arrivé, donc il devrait être activé très, très rapidement. Donc je crois que mardi prochain, voilà, il sort totalement en fonctionnement. Okay. Donc au moment où vous verrez cette émission, voilà. Ça marche. Voilà. Exactement, vous pourrez aller jouer. Donc on n'a mis qu'une seule manette parce que comme il y a 40 mètres d'écran, il faut imaginer, et tout en longueur quasiment, il faut imaginer que le second joueur, il est super loin en fait, tu vois. Donc voir sa raquette et jouer, c'est pas évident. Donc en fait, on a créé un Pong de toutes pièces, hein, on l'a programmé de zéro, où tu as une intelligence artificielle qui joue contre toi. Donc il y a un player qui peut jouer à la fois, ou alors les gens lorsqu'ils se baladent et que personne ne joue, l'ordinateur joue contre lui-même. Voilà. D'accord. Donc ça va être je pense, un des plus beaux décors qu'il y ait jamais eu dans une exposition sur le jeu vidéo. Clairement, ça tue. Et alors, du coup, une question que je t'avais posée pendant ce reportage, mais dont on aurait la réponse qu'une fois l'expo ouverte, la particularité de Game Story, je suis fatigué, je joue à Skyrim, c'est que là-bas, tout est jouable. Toutes les machines, les vieilles machines sont jouables. Et du coup, tu as le public, apparemment, la fréquentation est plutôt sympathique. Du coup, tout le monde squatte les consoles, les bornes et tout. Est-ce qu'il y a eu de la casse est-ce qu'il y a eu de la casse? Est-ce qu'on a cassé les sticks, des manettes et tout? Ouais, j'ai un message à faire passer, tout particulier. Le mec, il nous a défoncé un Conga, mais vraiment, il nous l'a cassé en deux, quoi. C'est un truc incroyable. Je sais pas comment il a fait. Mais non, sinon, il n'y a pas beaucoup de casse. Les gens sont très respectueux. Qui plus est, on va placer une signalétique supplémentaire pour expliquer que c'est du matériel historique digne d'un musée. Voilà, point barre. Et donc il faut le respecter. Mais naturellement, les gens respectent ce genre de machine historique lorsqu'on l'en place entre les mains. Je pourrais même te dire, tu vois, en 10 ans à peu près d'exposition, Game Story est pour nous la 93e exposition ouverte au grand public où on présente l'histoire des jeux vidéo jouables. Et bien, en 10 ans, voilà, on a eu, peut-être 2 manettes, une cartouche cassée, enfin, vous volez, enfin, c'est tout. Les gens respectent réellement le process, surtout quand ils savent qu'à la base, c'est une association de bénévoles qui travaille pour que puissent avoir lieu de telles expositions. Donc, c'est ça qui est génial, c'est comme si tu allais au musée Rodin, que tu pouvais toucher les statues. Et du coup, c'est pour ça que les gens squattent pas, parce que tu as envie de jouer à tout. Donc tu passes de l'un à l'autre. Et ce qu'il y a de super dans le cheminement, c'est qu'il est chronologique. Enfin, tu m'arrêtes si j'ai des bêtises, mais c'est une espèce de U. Et donc moi, j'imagine tout à fait des gamins qui viennent avec leurs parents. Et les parents vont leur dire, regarde, le jeu vidéo, c'est ça, c'est Super Mario. Et ils vont te dire, non, il y a Naruto là de l'autre côté. Donc tu restes sur ta console comme ça, où tu mets des pièces dedans. Moi,
bah, j'ai ma manette et je vais jouer à DDR. Il y a une borne de DDR, une espèce de vaisseau spatial qui débarque dans un musée, c'est complètement dingue. Du coup, on pourrait presque avoir un truc où t'as les gamins qui commencent par la fin et ensuite remonter dans le temps, et les parents qui commencent par le début et qui suivent un peu leur progression pour découvrir ce qui se fait aujourd'hui, s'ils ont décroché. Ils se recroisent à peu près au milieu des années 90, tu vois. Genre avec Sonic sur Mega Drive, il y a des choses comme ça. Est-ce que du coup, je crois qu'il y a 80 jeux de présentés jouables. Est-ce qu'il y en a un qui attire plus les gens que les autres? Est-ce que t'as noté? J'étais curieux là-dessus. Oui, on peut Mario, noter Mario, non, parce que finalement, pas tant que ça, c'est vrai. Si, pas mal. Pour certaines raisons. Mais Mario, en fait, c'est ça. Il fallait bien sûr le voir présenté dans une exposition sur le jeu vidéo. C'est juste impossible de pas en parler. En fait, ce qui se passe simplement, c'est que Mario, certainement tout le monde le connaît un petit peu, tu vois, à part peut-être des jeunes enfants qui n'auraient jamais réellement joué ou touché la NES. Je pense qu'on est beaucoup plus là, finalement, plutôt que jouer au Mario à l'œuvre. Mais non, j'ai vu beaucoup plus d'engouement, par exemple, déjà dès l'entrée de la salle ou de l'exposition sur les bords de Pong. Voilà, jouables, celles qui reproduisent le fonctionnement de Pong. Parce que pour beaucoup de gens, c'est la première fois qu'ils voient une borne Atari Pong originale, c'est la première fois qu'ils peuvent jouer à Pong réellement sur un dispositif en tout cas proche de ce qu'ils étaient historiquement, et ou alors sur des machines ou des bornes un peu exceptionnelles que l'on a diffusé dans l'exposition, comme la Dance Revolution, voilà, qui est toujours un carton succès. Ce qui est intéressant, c'est que comme elle ponctue l'exposition, eh bien il y a toujours un attroupement de gens qui regardent les mecs en train de faire des acrobaties, un petit peu comme du rock acrobatique, et c'est toujours intéressant. Mais voilà, bon, il y a quelques symboles comme ça à droite à gauche. Il y a potentiellement des jeux qui ont moins de succès et pourtant qui sont très intéressants du fait qu'ils figurent dans l'exposition. On peut parler même du premier Doom par exemple. Il n'y a pas tout le temps quelqu'un dessus, bizarrement. Moi je suis un fan de Doom absolu, donc je ne comprends pas. Non, je plaisante. Et puis Wing Commander 3 ou le Monkey Island sur Amiga. Bon, c'est des jeux qui sont un petit peu plus difficiles peut-être au niveau accessibilité, tu vois ce que je veux dire. Donc excuse-moi, le Wing Commander 3 avec Marc Hamill. Oui, bien sûr. D'accord, c'est peut-être une histoire d'acting, je pense. Je critique pas Marc Hamill. J'ai kiffé, j'ai surkiffé Wing Commander 3, mais peut-être il y a des gens qui pourraient dire dis donc l'acting c'est pas pareil. C'est Luke Skywalker, pourquoi il fait ça? Tu vois, on le reconnaît pas vraiment non plus, donc bon. Alors, il y a un truc absolument génial dans l'expo, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup de joueurs s'intéressent vachement à l'histoire du jeu et donc ont eu l'occasion déjà de faire de leur côté leur propre recherche, de jouer à énormément de vieux titres, mais uniquement en fait sur émulateur ou sur des plateformes de téléchargement comme la console virtuelle de la Wii ou autre. Et donc là, pour la première fois, ils ont l'occasion d'essayer sur la machine d'origine. Et ça fait vraiment une grosse différence. Et est-ce que vous avez eu, parce donc du coup il y a un travail de votre part qui est assez monstrueux, parce qu'il a fallu faire tourner tous ces jeux sur les différentes machines. Est-ce qu'il y a une machine qui vous a posé en particulier un problème, genre pour simplement relancer le jeu, quoi? Écoute, je t'avouerai, ce sont surtout les jeux PC en fait, tout particulièrement. Voilà, les consoles historiques en fait, elles ont peu de problèmes, où on peut toujours trouver des palliatifs, notamment électroniques, pour essayer de le rebooster un peu, de leur redonner vie. Ça se fait assez couramment, même sur une machine aussi ancienne que l'Atari 2600. Mais par contre, les vieux jeux, les vrais vieux jeux MS-DOS PC, ça pose toujours beaucoup de problèmes. Donc notamment quand on est obligé d'installer quand même des machines récentes, parce que sortir un vieux PC 1988, c'est pas évident. Au contraire, justement, ils sont beaucoup plus fragiles que les consoles anciennes. Et bien, remettre un jeu dessus en fonctionnement avec l'image, le son, avec tout ce qui va bien, ça induit notamment de faire des choix en termes de système d'exploitation. Donc en gros les PC tournent sur des OS récents, voilà, ce sont des machines récentes, et derrière pour empêcher que les gens fassent des alt-tab, des contrôles alt-del, des machins, des trucs dans tous les sens, c'est vachement plus compliqué qu'il n'y paraît. Voilà. Et si on ne fait pas ça, on est obligé de se passer du son parce que les composants son ne sont plus du tout les mêmes, etc. Enfin voilà, ça réellement c'est compliqué. Autant on peut avoir, on a dans nos collections, je sais pas, 50 NES, 30 Master System, etc. Mais des PC anciens en état fonctionnel sur lesquels met des vieux jeux MS-DOS, enfin vraiment natifs sur le hardware d'origine, alors là par contre, faut se lever tôt, quoi. Mais ça, les vieilles machines, elles tiennent bien. On a rencontré Steve Russell, qui était le type qui a créé Space War, donc dans les années 50, donc c'était il y a très longtemps, et il nous dit, mais moi je fais encore des démonstrations du jeu sur mon PDP, qui est donc une machine qui a 50 voire 60 balais maintenant. Et il te dit, mais ça a été fait pour ça fonctionne comme ça, c'est mécanique, et tu peux la réparer comme n'importe quoi, comme une voiture aujourd'hui. Maintenant c'est compliqué si tu veux changer ton essuie-glace, alors qu'avec une vieille bagnole, elle roule
long, quoi. À l'époque, c'était fait pour durer, en fait. Exactement. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. On a tendance à forcer à la consommation, et donc du coup, les machines sont un peu plus... Puis en plus, on tire sur les coûts, et donc au niveau de la fabrication, parfois les composants sont pas toujours exceptionnels. Donc, c'était mieux avant. C'était moralité. C'est pas vrai. C'est bien maintenant parce que c'était mieux avant, peut-être. Il y a peut-être un truc comme ça. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec vos différents contacts, que ce soit au sein du staff de Trois Couleurs ou au sein de tes contacts avec les gens du Grand Palais, pour convaincre? Genre, est-ce que tout de suite, le fait de travailler sur une exposition, sur un hors-série consacré aux jeux vidéo, ça a été quelque chose qui a paru étrange au départ? Ça s'est passé comment? Ou est-ce qu'au contraire, en fait, les gens avec qui vous avez pu discuter étaient déjà intéressés par le sujet? Enfin, nous, on n'a pas eu de problème pour convaincre. Par contre, on a eu un gros problème. On s'est demandé à qui est-ce qu'on va s'adresser. Ouais. Est-ce qu'on s'adresse aux purs néophytes qui n'y connaissent rien? Mais je pense que le mieux, c'est de jouer à un jeu pour jouer à des jeux comme c'est dans le cas dans l'expo pour les comprendre. Ou alors, est-ce qu'on s'adresse à ceux qui sont des hardcore gamers depuis 10, 20, 30 ans? Là, clairement, moi, j'ai pas le bagage culturel pour te dire que non, dans tel monde, c'était mal foutu parce que le développeur avait pas le bon kit, etc. Enfin, je veux dire, t'as commencé avec une Game Boy, donc... Ouais, j'ai commencé avec une Game Boy, donc moi, à part souffler dans une cartouche, quand j'avais la poussière, je sais pas faire grand chose. Et donc voilà, le truc, ce qui était compliqué, c'était cette balance. Par contre, oui, on a pu avoir des gens autour de nous, pas du tout dans la rédaction, mais qui peuvent te dire, mais bon, le jeu vidéo, ça intéresse qui? Et en fait, c'est super simple, parce que n'importe qui, tu prends n'importe qui, il a toujours eu un moment où il a joué à un jeu vidéo. Que ce soit le Tetris, le Snake sur le téléphone, le 3210, tous les profs de collège connaissent, qui ont enseigné dans les années 90, connaissent le Snake, parce qu'ils avaient tous leurs gamins en 4e qui jouaient cachés dans la trousse comme ça, et qui faisaient bouger le serpent pour péter les plus gros scores. Donc eux, en fait, ça les fait marrer, et ça les replonge aussi dans cette époque-là. Donc tout le monde a une approche du jeu vidéo. Moi, mes parents ont déballé mon cadeau de Noël, je sais plus, d'avoir 8-9 ans, pour jouer à... c'était le Roi Lion sur Mega Drive. Ça les avait fait délire, et je me suis planté le lendemain matin, je les vois avec les yeux rouges comme ça. Je dis non, rien, tiens. Et donc voilà, et tout le monde a une expérience comme ça du jeu vidéo, et si on le prend un peu comme ça marche. Par exemple, on a parlé des premières salles de réseau dans le quartier latin. Moi, je me souviens que quand j'étais gamin, il y avait des types qui montaient des salles. On avait des vieux modems 56K pour faire des trucs. Ça s'appelait Starcraft, ça s'appelait Quake, etc. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'ils font ces gars-là? Et on les a retrouvés. Et c'était juste des étudiants qui sortaient et qui disaient, il faut qu'on bidouille, qu'on crée des trucs, comme refaire un Pong sur un plafond du Grand Palais, quoi. Ah ouais, de la bidouille. De la bidouille. Et toi, Philippe? Et moi... C'était compliqué ou pas? Non, franchement, non. Ça paru évident. C'est peut-être pas évident. Évident, peut-être pas, non, ouais. Parce que d'ailleurs, même de la bouche de beaucoup de créateurs, même de jeux vidéo français, avoir l'histoire du jeu vidéo au Grand Palais, c'était juste... même il y a 2 ans, voilà, on aurait évoqué cette idée-là. Ouais, clairement. Il y a 2 ans, on aurait évoqué ce projet-là, les personnes y auraient cru en disant, mais vous êtes fous, le jeu vidéo au Grand Palais, mais vous croyez où là? et en fait, ça s'est très très bien passé, du fait justement qu'on a eu très peu de temps finalement pour monter l'exposition. C'est effectivement significatif que on n'a pas eu de frein, quoi. Tout le monde à tous les niveaux, d'abord le Grand Palais, ensuite la réunion des musées nationaux et ensuite le ministère de la Culture et puis les partenaires qui sont très rapidement sont venus dans l'exposition et apporté notamment des fonds pour qu'elle puisse se monter. Tout le monde a dit mais on y va, quoi. Bingo, mais c'est génial, c'est le moment, c'est parfait. Le Grand Palais va servir la cause du jeu vidéo, waouh. Et au sein de la RMN même, je peux me dire que ils ont certes des personnes qui n'ont peut-être pas connu le jeu vidéo, mais ils ont beaucoup de gens, des trentenaires ou des quadras, qui ont connu, tout comme le disait Étienne, qui ont commencé sur Pong, l'Atari VCS 2600. Ils sont peut-être pas des gamers, ils ont peut-être pas continué, mais lorsque nous on est arrivé avec nos slides en disant voilà, l'histoire du jeu vidéo ça commence comme ça, il dit ah ouais, je l'avais ça là, oh j'ai joué à ça, oh là là, c'était trop bien. Quand quelqu'un vous dit ça en face, vous le faites signer quasiment n'importe quoi, entre guillemets. Donc non, on a vraiment rencontré pas de problème majeur, et au contraire, tout le monde a toujours été enclin à valider le projet, et on y est allé un peu comme sur l'eau, mais sauf qu'on a eu très peu de temps pour le faire. Alors,
Pardon, excuse-moi, Vas-y, on voit lequel truc est le plus intéressant. Le mien, ma question est intéressante. D'accord, moi c'était pour conclure, donc tu vas y aller. D'accord. Dernière question. Alors, dernière question qui va, après on va conclure tranquille. Donc, on a bien compris que Game Story, donc c'était une étape vers quelque chose de plus, vers quelque chose de permanent, de plus massif. Où est-ce que t'en es? Alors, même si l'exposition, bon, elle est ouverte que depuis quelques jours, est-ce que vous commencez déjà à bosser là-dessus? Est-ce que t'as des billes? Est-ce que tu... Je pense que ça fait longtemps que vous bossez dessus. Mais ensuite, est-ce que tu peux en parler Ça fait dès 15 maintenant? ans, ouais, dessus. Mais est-ce que ça va se concrétiser? Est-ce que tu as des nouveaux trucs à nous annoncer? Est-ce que tu peux nous dire, en fait... Mais ce qui est très intéressant, c'est que Game Story, propulse le jeu vidéo à des hauteurs auxquelles on ne s'y attendait même pas. Voilà, ça c'est radical, c'est acté, tout le monde en parle dans la presse à ce niveau-là, même la presse généraliste. Donc franchement c'est un carton et je puis dire, même d'après les retours faits même par des professionnels, que Game Story sert la cause de tout le monde dans le jeu vidéo. Tous les professionnels, même vous qui en parlez, etc. Tout le monde y retrouve des billes. Et ça je trouve ça vraiment super important. Voilà, enfin même je dirais. Et bien évidemment avec un tel succès, je peux te dire que des gens qui jusqu'à présent travaillaient à droite ou à gauche avec des projets de faire quelque chose dans le jeu vidéo, mais on ne sait pas trop comment ou financer comment, etc. Lorsqu'ils ont eu vent de l'exposition, ils ont dit il faut y aller quoi. Pourquoi eux ils montent un truc, association de bénévoles, ils montent un truc pharaonique au Grand Palais, et nous ça avance pas. Donc ça donne des coups de pied à tout le monde, et notamment le jour de l'inauguration, monsieur le ministre de la Culture a énoncé dans le 20 minutes, me semble-t-il, justement encore une fois le fait qu'il appuyait vers la création de quelque chose de permanent dédié à cette culture du numérique, et bien évidemment tout le monde a envie d'y croire, et je sais, je ne peux pas les révéler, mais je sais qu'il y a différents projets en France pour 2012 pour que justement puisse naître un jour quelque chose de permanent sur le jeu vidéo, l'informatique, notre culture en fait du numérique. Voilà. D'accord, ça c'est une excellente nouvelle. On tient à préciser que Game Story, ça se termine pour l'exposition elle-même le 9 janvier. C'est bien ça, donc foncez, allez-y, il faut supporter cette initiative. J'ai hâte de voir ce que ça pourra donner en 2012, genre comment ça pourra se passer pour la création éventuelle d'un musée, etc. Vraiment, je pense que c'est très important. Et donc en tout cas, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life.